Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce matin, Nicolas Lachance du Journal de Québec. Hausse de tarifs d'électricité, les grandes entreprises ciblées par Hydro-Québec. Le premier ministre a pris la décision. Il va augmenter les tarifs d'électricité pour les grandes entreprises québécoises. De qui parle-t-on, Madame la Présidente? Toutes les entreprises manufacturières, notamment les serres, l'acier vert, l'aluminium. L'aluminium, rappelons que c'est 15 000 emplois, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis sur la Côte-Nord. Les mines, là aussi, il y a 15 000 emplois, notamment en Abitibi. Les pâtes et papiers, plus de 20 000 emplois. Où ça? En Mauricie, en Outaouais, en Estrie. La décision prise par le premier ministre, ce que l'on en sait, c'est qu'on parle d'au moins 6 %. La taxe CAQ sera d'au moins 6 %. C'est décidé, c'est prévu comme ça. Ce sera un choc tarifaire pour nos entreprises dans toutes les régions du Québec. Wow. Ce qui faisait dire à Jocelyn Allard de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, je le cite, « Une hausse pourrait mener à la fermeture d'entreprises et des pertes d'emplois au Québec. » Le premier ministre veut dorer la pilule. Le premier ministre a donné le mandat à Hydro-Québec pendant au moins 2-3 mois de dépenser des centaines de milliers de dollars en sondage pour savoir comment vendre ça, cette taxe CAQ-là. Donald Trump nous menaçait de nous taxer. Le premier ministre, lui, il va le faire. Combien sera sa taxe CAQ? 6, 8, 12 %? Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, très surprenant comme question de la part du Parti libéral. Et j'entendais ce matin la députée de Saint-Laurent, puis j'essayais de comprendre honnêtement, puis je ne comprenais pas. D'abord, quand on est arrivé, il y avait trop d'électricité. Bon, on a attiré des entreprises qui ont créé des emplois payants, ce qui fait que le Québec a réussi à battre l'Ontario puis le reste du Canada depuis 6 ans pour ce qui est de l'augmentation du salaire moyen, pour ce qui est de l'augmentation du revenu disponible. Maintenant, Madame la Présidente, ça nous permet d'envisager de doubler la capacité d'Hydro-Québec parce qu'on sait comment fabriquer l'énergie. Ça va créer encore des emplois payants. Madame la Présidente, quand on regarde les tarifs actuellement au Québec, les tarifs d'électricité, les tarifs sont beaucoup plus bas que dans le reste de l'Amérique du Nord. Puis là, il faut séparer deux choses. Les tarifs résidentiels. Les individus, les Québécois, on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de plus que 3 % pour les individus. Maintenant, les grandes entreprises, Madame la Présidente, qui ailleurs paieraient beaucoup plus, est-ce qu'on doit envisager la possibilité d'augmenter leurs tarifs? Évidemment, l'objectif, c'est toujours de rester compétitif. Évidemment, il y a une nouvelle donne depuis la semaine passée avec les risques associés à ce que propose M. Trump. Complémentaire. En parlant de Donald Trump, qui arrête de parler de la menace de Donald Trump. La menace, c'est le gouvernement de la CAQ qui vont taxer eux autres. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Il l'a déjà dit, au moins 6 %. Au moins 6 %, c'est un choc tarifaire. Moi, je veux faire sauver aux Québécoises et Québécois des centaines de milliers de dollars puis du temps. Il le sait de combien sera sa taxe CAQ, qu'ils le disent clairement aujourd'hui. 6, 8, 12 %. Et ça, ce sera entre autres sur nos scieries. 21 000 emplois au Saguenay, en Abitibi, en Gaspésie, Côte-Nord. Qu'ils le disent. À combien la taxe CAQ? La réponse du premier ministre. Oui. Bon. Une journée, le chef de l'opposition officielle se lève, il dit le déficit est trop grand au Québec. L'autre journée, il se lève puis il dit écoutez, on ne peut pas, même si les entreprises, les grandes entreprises payent beaucoup plus cher leur électricité. Non, ailleurs. Ailleurs. Il faut me laisser finir ma phrase. Bien dit. Donc, Madame la Présidente, les entreprises au Québec ont tout un avantage actuellement. Est-ce qu'on peut augmenter leurs tarifs tout en les gardant compétitifs? C'est ça qu'on se pose comme question actuellement. Deuxième complémentaire.
Premier ministre, Madame la Présidente, il me dit toujours, il est où le gaspillage? Il est où le gaspillage? Je ne le vois pas, le gaspillage. Mais le gaspillage est dans le mandat d'Hydro-Québec qui va prendre 2-3 mois. Ça va coûter des centaines de milliers de dollars alors que la décision est déjà prise. Fait que couper la dépense, le gaspillage, qu'ils le disent clairement. Il parle des grandes entreprises. Allons-y voir. Il va frapper les serres Toundra, 225 employés à Saint-Félicien. Les serres Savoura, Sagami, 450 employés. Demers, 300 employés. C'est eux qui vont surtaxer avec sa taxe CAQ. La réponse du premier ministre. Bon. Madame la Présidente, d'abord, j'espère qu'on s'entend sur le fait de limiter les augmentations de tarifs pour les individus, pour le résidentiel à 3 À un moment donné, c'était pas clair, là. J'entendais certains partis d'opposition dire c'est pas faisable, et puis, etc., etc. Nous, là, on le garantit, les tarifs pour le résidentiel ne vont pas augmenter de plus que 3 Maintenant, Madame la Présidente, est-ce qu'on pourrait augmenter les tarifs des grandes entreprises en sachant que le prix de l'énergie n'arrête pas d'augmenter partout dans le monde? C'est une question à se poser. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, quand le premier ministre, la dernière fois qu'il a garanti quelque chose, là, il avait garanti en 2019 que jamais l'inflation serait à 6 il l'avait garanti. Puis il se demandait sur quelle planète ceux qui pensaient ça l'affirmaient. Alors lui, il n'était pas sur la même planète que nous. Une chose qui peut nous garantir, c'est que les tarifs des manufacturiers vont augmenter, entre autres les serres dont j'ai fait mention. Alors la décision est prise. Qu'ils le disent, qui ait le courage de le dire. La taxe est au moins 6 il l'a déjà dit. À combien sa taxe CAQ? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, on le sait tous, les prochains travaux, même les derniers travaux, comme la Romaine, qui ont été initiés par Jean Charest, ont coûté beaucoup plus cher que des travaux comme Churchill Falls. Donc, il faut penser qu'à l'avenir, les tarifs vont augmenter. Mais ce qu'on dit, Madame la Présidente, on va protéger les individus, on va protéger les résidentiels. Moi, je pense que c'est une bonne décision. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je comprends que le premier ministre n'a pas bien compris mon point de presse. Je comprends aussi qu'il est mêlé, parce qu'il dit que les partis d'opposition ont dit que nous, on va augmenter les tarifs. C'est pas nous qui dit ça. C'est Pierre Fitzgibbon. Il était sur toutes les tribunes pour le dire. Il a même écrit dans son projet de loi qui porte toujours son nom. Tellement que c'est lui qui l'a dit. Pierre Fitzgibbon, il a été convoqué par le premier ministre avec son chef de cabinet un samedi pour dire « Arrête de dire qu'on va augmenter les tarifs ». Le mardi suivant, il a répété, Pierre Fitzgibbon, qu'est-ce qui est arrivé? Fini, bye-bye, il est parti. Le grand architecte n'est plus. Et maintenant, on apprend que le premier ministre parle de ailleurs. Ça coûte moins cher ou peut-être plus cher à écrire, mais il ne sait pas. C'est pour ça qu'il est en train de sonder. Quand est-ce qu'ils vont nous dire c'est quoi la vraie taxe CAQ? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, également, j'ai été très étonnée de la réaction du Parti libéral ce matin et de la députée de Saint-Laurent concernant une étude qui a été demandée par Hydro-Québec parce que, en fait, ce genre d'étude-là est fait annuellement et les résultats sont en ligne. Alors, c'est tout simplement que Hydro-Québec veut s'assurer de la juste valeur de notre électricité qui appartient à tous les Québécois. Et je pense que si cet exercice-là n'était pas mené annuellement, régulièrement, je pense qu'il faudrait s'en inquiéter. Alors, c'est une bonne pratique de veiller à ce que le prix qui est associé à notre électricité, qui par ailleurs est verte, eh bien, soit le juste prix et la juste valeur. Alors, chaque année, Hydro-Québec fait la comparaison de ses tarifs avec les grandes villes nord-américaines. Alors, je peux vous montrer un résultat de ce que ça donne. C'est ce genre d'information où on voit que le tarif payé au Québec pour les résidents est beaucoup plus bas que le tarif dans d'autres villes nord-américaines. Il est marqué « Source Hydro-Québec ». Alors, voilà, c'est ce genre de résultat que donne ce type d'études. Première, complémentaire. Madame la Présidente,
Ce que j'ai en main, c'est différent. C'est un devis qui est une entente de confidentialité qui a été signée. Il faut leur dire, parlez-en à personne. J'ai même dû caviarder les numéros. Là-dedans, on demande, voulez-vous vérifier certains secteurs stratégiques? Et on les nomme, les secteurs stratégiques. Et on leur dit, pouvez-vous voir c'est quoi leur sensibilité à payer plus cher la fameuse taxe verte que la ministre a répétée 22 fois lors des consultations particulières? Alors, on pose la question, ça vaut combien la taxe CAQ? La réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente, l'exercice mené cette année s'inscrit en continuité avec les exercices qui ont été menés les dernières années. Une attention plus marquée sera donnée au secteur industriel pour comparer la valeur de l'électricité avec d'autres villes nord-américaines. Il me semble que c'est tout à fait normal que l'on procède à ce genre d'exercice. Moi, je trouve que ce qui est pas mal préoccupant, plus préoccupant, c'est l'approche qu'a adoptée le Parti libéral il y a 10 ans. Vous savez, il y a 10 ans, c'est important de prendre un pas de recul. Les libéraux ont créé une iniquité en matière de tarifs d'électricité. Leur approche était claire. Les Québécois allaient être indexés. Les industries, les commerces allaient être indexés, les PME également, mais pas les industriels. Deuxième complémentaire. Chut. Madame la Présidente, là, on va se concentrer. Là, elle vient finalement d'admettre. Non, c'est bon, monsieur le leader. Je suis debout. Soyez-vous. Il n'y a pas de rappel au règlement ici. On peut poursuivre et je veux entendre la question. Vous avez 23 secondes. Poursuivez. Elle vient tout juste d'admettre cette fois-ci dans l'étude, on va y de façon plus détaillée. Elle vient de le dire. Si ça fait des années qu'ils font la fameuse étude, peut-elle expliquer pourquoi elle était incapable de déposer la fameuse étude pour comparer chacun de ces secteurs et pourquoi que le premier ministre du Québec n'est même pas capable de nous dire combien ça coûte ailleurs pour l'aluminium et les serres? L'a-t-il le tableau? J'ai pas terminé, il me reste 2 secondes, Monsieur le Premier ministre. Terminé. La réponse du Premier ministre. Présidente, les clients industriels au Québec payent en moyenne 5,6 cents le kilowattheure. À Chicago, c'est 9,3. À Toronto, c'est 9,5. À Calgary, c'est 10,7. À Détroit, c'est 11,5. À New York, c'est 19,4. À Boston, c'est 28,2. Madame la Présidente, là, franchement, le Parti libéral est à côté de ses pompes aujourd'hui. Là. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Madame la Présidente, le Premier ministre vient de prendre exactement le même narratif que sa ministre de l'Économie parce qu'elle s'est trompée lors des consultations particulières parce qu'on a posé la question suivante. J'ai combien d'aluminium dans l'État de New York? J'ai combien d'aluminium puis de scierie à Toronto? J'ai combien d'aluminium à San Francisco? 0 comme dans Wallet. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir une étude comparée avec des pommes, puis des oranges avec des oranges. Mais ça, je pense qu'il vous manque juste la banane, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, Madame la... Oui, Monsieur le... Je suis debout. On garde le silence. Monsieur le leader, je vous reconnais. Quel est votre appel au règlement? 2 choses, Madame la Présidente. Premièrement, le respect entre collègues. Et deuxièmement, on s'adresse à vous, Madame la Présidente. Et vous avez raison à cet égard. Merci. Et vous le savez, Madame la députée, vous parlez à travers moi et me posez les questions à moi-même et n'interpellez pas directement un collègue de l'autre côté de la Chambre. Je vous écoute. Madame la Présidente, la ministre a comparé Miami, New York, San Francisco et Toronto. Nous, en attendant, à Bécomo, sont en région. C'est pour ça qu'on a demandé, avez-vous des vrais comparables avec nos vrais secteurs et ici où est-ce qu'ils sont situés? Elle est incapable de donner ce tableau-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont mandaté avec Hydro-Québec de trouver des vrais comparables. Sinon, ils auraient déposé. Ils ne l'ont pas. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, écoutez, avoir des données comparables sur les tarifs d'électricité à l'échelle de l'Amérique du Nord, je ne vois pas ce qu'il y a comme enjeu ce matin avec ça. C'est un exercice qui doit être fait de manière régulière. C'est ce que Hydro-Québec fait, va continuer à faire, et c'est important qu'elle le fasse. La vraie inéquité qu'il faut réparer, c'est celle qui a été créée par les libéraux avec l'assentiment du Parti québécois, parce qu'il faut voir que l'idée venait du PQ, mais elle a été mise en œuvre par les libéraux, à savoir que les Québécois allaient être indexés annuellement
que les commerces de détail, les commerces de proximité devaient être indexés annuellement au niveau de leurs tarifs. Également que les PME devaient être indexés annuellement. Ils ont l'argent, ils vont être indexés, mais que, les industriels, eux, faut pas les indexer annuellement. Alors, il y a 10 ans, c'est ce qui a été décidé, et nous, on va réparer cette iniquité-là. Il faut qu'il y ait une indexation. Alors, c'est pas notre approche de protéger cette iniquité. Notre approche, c'est de protéger les Québécois. Alors, le maximum qui sera chargé en matière de hausse tarifaire pour les clients résidentiels, pour les Québécois, ce sera 3 %. Et c'est pour ça qu'on va se battre. Première, complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais un instant, Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? En fait, la députée de Saint-Laurent fait référence à un document à plusieurs reprises. On souhaiterait le dépôt du document, Madame la Présidente. Est-ce que vous déposez le document, consentement pour le dépôt, Monsieur le leader, au dossier officiel? Il n'y a pas de consentement, c'est un document de travail. Je suis debout. Article 32, article 37. Gardez le silence et demeurez assis, je vous prie. Tout le monde. Gardez le silence, je vous prie. Je vais trancher. Il n'y a pas de consentement, ce qui est légitime. Nous allons poursuivre. Et je disais, première complémentaire. Et pour ce faire, nous allons entendre le chef de l'opposition officielle. Là, Madame la Présidente, il y a quelque chose de très, très clair pour toutes les Québécoises et Québécois. La CAQ sont dans leur 7e année. Ils courent après l'argent. Ils ont gaspillé pendant 7 ans l'argent public, puis aujourd'hui, ils courent après l'argent. Puis ils se cassent la tête. Où est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'argent? Puis Hydro-Québec, ils en ont besoin de l'argent. Alors, il y aura un choc tarifaire. Il y aura une taxe CAQ. Quand le premier ministre confirme que ça va être au moins 6 % dans l'article de Nicolas Lachance, on veut savoir c'est combien ça va impacter nos régions, notre économie. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir baissé les impôts, d'avoir augmenté le salaire moyen, d'avoir réussi depuis 6 ans à ce que le revenu disponible au Québec, là, ça veut dire le revenu après impôt et après inflation, ait augmenté 2 fois plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Jamais on a vu ça quand le gouvernement libéral était au pouvoir. Donc, Madame la Présidente, c'est la même chose pour les tarifs d'électricité. On protège les Québécois, puis on est fiers de ça. Non. Et deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on voit un premier ministre qui est à bout d'idées. Alors, il va taxer nos manufacturiers, notamment les serres dont j'ai fait mention ce matin, avec un choc tarifaire. On parle d'au moins 6 % parce qu'il court après l'argent. Il a trop gaspillé dans sa 7e année et il continue là-dessus. En ce sens-là, Madame la Présidente, il a le devoir de dire la vérité aux Québécoises et Québécois. Combien sera sa taxe CAQ? Parce qu'elle va contribuer à son œuvre de saboter l'économie du Québec. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter brièvement. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le mot est au lexique. Le chef de l'opposition officielle le sait. Ben oui, sabotage tout au lexique. Il est conjugué, Madame la Présidente. Dans tous les cas, Madame la Présidente, il devrait le retirer, Madame la Présidente. Je suis debout, Monsieur le leader. Alors, après vérification, il n'est pas au lexique. Moi, je vous demande le respect les uns avec les autres. Respect tout le monde. Attention à vos propos. Et attention à la formulation aussi, Monsieur le chef. Oui, Monsieur le leader. Quel est votre appel? Madame la Présidente, c'est vrai qu'il n'est pas au lexique, mais il devrait y être, Madame la Présidente. J'ai déjà tranché. Monsieur le leader de l'opposition, j'ai déjà tranché. Je veux entendre maintenant la réponse du premier ministre. Oui. Bien, j'ai beaucoup de difficultés à suivre le Parti libéral. Je répète, au Québec, les compagnies manufacturières, les compagnies industrielles payent 5,6 cents pour leur électricité. À Toronto, c'est 9 cents et demi. À Boston,
c'est 28 cents. Madame la présidente, quand même qu'on augmenterait à 6 ou 7 cents, on resterait très en bas de nos voisins. Pourquoi le Parti libéral veut protéger? C'est-tu des amis? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je suis debout. Monsieur le leader de l'opposition officielle, brièvement, votre appel au règlement. Madame la Présidente, j'invite Monsieur le Premier ministre à un peu de prudence parce que s'il y a un ami de cascade, il est juste en arrière de lui. Il était vice-président. Bon, alors c'est beau. On va arrêter maintenant de s'invectiver d'un côté de l'autre ou de s'interpeller. C'est beau, Monsieur le leader du gouvernement. On va poursuivre. Il y a d'autres questions et je reconnais en question principale la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Normalement, un gouvernement nationaliste devrait encourager les immigrants à apprendre le français. Mais avec la CAQ, c'est les immigrants qui manifestent, qui descendent dans la rue pour dire « On veut parler français, s'il vous plaît, ne coupez pas dans nos cours de français ». C'est le monde à l'envers, c'est complètement absurde. Moi, je pensais que le premier ministre et moi, on était d'accord sur au moins une chose. Il faut protéger le français au Québec. Il faut m'expliquer comment ça va protéger le français de fermer les classes de francisation, comment ça va protéger le français de mettre des centaines de profs à la porte. La francisation, ça marche. Les classes sont pleines de monde qui ont juste le désir d'apprendre notre langue commune. Mais là, le gouvernement leur dit « ça marche trop bien, je ferme la shop ». Voyons donc. Pour une fois qu'un investissement de la CAQ fonctionne et qu'on ne va pas à la faillite, mettre des profs de français à la porte, empêcher des immigrants d'apprendre le français, le premier ministre, est-ce qu'il est fier de ça? La réponse du premier ministre, on l'écoute. OK. On reste calme. Ben oui. Madame la Présidente, bon, rappelons quelques chiffres, là. Je sais que la nouvelle co-chef, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, là, mais en tout cas, du deuxième groupe d'opposition, nous disait hier qu'elle est allée à HEC. Ce qu'on dit, c'est, quand on est arrivé en 2018, on francisait 30 000 personnes par année. Ça, c'était le Parti libéral. Actuellement, on francise 70 000 personnes par année. Donc, le budget a augmenté à chaque année. Par contre, le nombre d'immigrants temporaires, en 2 ans, est passé de 300 000 à 600 000. Qu'est-ce qui est arrivé en début d'année? C'est qu'on a essayé de répondre à la demande. Donc, les centres de services, les organismes, Francisation Québec ont donné beaucoup de cours, ont dépensé le budget qu'on leur avait donné en début d'année. Donc, nous, on leur demande de respecter leur budget. Donc, on va franciser 70 000 personnes. Mais à un moment donné, il y a une limite à l'argent qu'on investit. Il y a une limite dans nos budgets. L'argent ne pousse pas dans les arbres, puis on n'en veut pas de taxe orange de ce côté-ci. Première complémentaire. Madame la Présidente, comme à chaque fois, il y en a trop. C'est la CAQ qui est allée à l'étranger pour recruter des travailleurs. Moi, je me rappelle du ministre du Travail qui disait devant la Chambre de commerce, des travailleurs étrangers temporaires, on en veut, venez ici. Maintenant, ces travailleurs étrangers temporaires que le gouvernement de la CAQ est allé chercher sont ici, ils sont là. Est-ce qu'on veut qu'ils apprennent le français? Oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je sais qu'on est en désaccord, la députée de Mercier et moi, mais on pense qu'à 600 000, il y en a trop actuellement d'immigrants temporaires. On pense qu'il y en a trop. On n'a pas assez de personnes dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. On n'a pas assez de logements. Malheureusement, même si le Québec a toujours été accueillant, sera toujours accueillant, puis je comprends ces personnes-là de vouloir améliorer leur sort en venant au Québec. Mais, Madame la Présidente, 600 000, une augmentation de 300 000 en 2 ans.
Est-ce qu'enfin, Québec solidaire va dire la même chose que nous? Il y en a trop, il faut réduire le nombre. Deuxième complémentaire. Clairement, ce gouvernement-là n'est pas à l'écoute. Le premier ministre ne nous écoute pas. À chaque fois qu'il parle d'immigration, il me fait sentir de trop. Moi, j'ai eu la chance... Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, votre appel. Madame la présidente, il y a des limites, là. Hein, il y a des limites. On prend la parole d'un collègue en cette Chambre, puis ce que vient de faire la députée de Mercier, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, madame. Monsieur le leader, je suis debout. Je suis debout. Je ne vous entends plus. Votre micro est coupé. C'est sa perception des choses. Elle a le droit de poursuivre. Non, on poursuit, monsieur. Monsieur, je suis debout. Monsieur le leader du gouvernement, nous perdons beaucoup de temps. Poursuivez, demeurons respectueux. Madame la présidente, moi, je connais ça, la francisation. J'ai eu la chance d'apprendre le français puis de me lever ici en cette chambre puis de parler cette langue puis de poser des questions au premier ministre grâce à mon prof en classe d'accueil qui s'appelait Gilles. Gilles, aujourd'hui, avec la CAQ, il aurait perdu sa job. C'est comme ça qu'on va protéger le français au Québec? La réponse du... On retrouve nos esprits. La réponse du premier ministre. D'abord, je suis très content que Québec solidaire soit enfin d'accord pour dire qu'il faut protéger le français au Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait des derniers mois? On a réduit le nombre de travailleurs temporaires dans le programme PTET. Le fédéral a annoncé qu'ils vont réduire le nombre de travailleurs temporaires dans le programme PMI. Quand c'est rendu que Justin Trudeau dit qu'il y a trop d'immigrants au Québec, il est temps que Québec solidaire se réveille. En question principale, je reconnais maintenant le député Rosemont. Merci, Madame la présidente. Le ministre de la Santé semble avoir enfin compris qu'il y a trop de médecins qui quittent le réseau public vers le privé. Mieux vaut tard que jamais, le ministre arrive en ville et réalise qu'il y a trop de médecins depuis qu'il est là au pouvoir. 50 de plus ont déserté le public pour le privé. C'était prévisible. C'était hautement prévisible. Là, aujourd'hui, le ministre nous arrive avec un projet de loi. On en discutera. Il se présente en sauveur. Débarque avec son gobelet en plastique pour écoper le fond de la chaloupe dans laquelle il a lui-même fait des trous depuis des années en poussant les médecins vers le privé. Mettons qu'on retienne les nouveaux médecins comme il veut le faire, et on en discutera. Est-ce qu'il peut, au moins, par souci de cohérence, arrêter d'ouvrir des nouvelles cliniques privées, arrêter de donner de nouveaux décrets qui ouvrent encore plus de place au privé, par souci de cohérence? Est-ce qu'il peut au moins favoriser le public? Réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la présidente, j'apprécie beaucoup cette question-là, puis je note un changement de ton de la part du député de Rosemont que j'apprécie beaucoup, je dois dire. Parce que lorsqu'on a eu des décisions difficiles, puis je pense entre autres aux agences privées il y a quelques années, on avait eu beaucoup de collaboration, entre autres de Québec solidaire, parce qu'on s'entendait sur l'importance de limiter le privé justement dans les agences. C'est un peu la même chose qu'on va discuter avec la place du privé chez les médecins. Par contre, je n'irai pas dans le principe du dogmatisme parce que je ne pense pas que c'est ça qu'il me dit aujourd'hui. Mais j'ai bien expliqué, Madame la présidente, hier, quand j'ai présenté le projet de loi, que c'était une première étape. Parce que ce que je veux qu'on fasse au cours des prochains mois, puis je le vois dans la réaction des gens dans le public qui nous ont appelés depuis le dépôt du projet de loi hier, il y a une acceptation d'aller plus loin. Il y a une acceptation d'avoir d'autres mesures. Par exemple, je pense au Collège des médecins, qui a parlé, entre autres, des tarifs maximums. Et ce que je dirais, Madame la présidente, aujourd'hui, et je veux rassurer le député de Rosemont, on va être très ouvert aux suggestions qui vont être faites au cours des prochains mois avant d'aller en commission parlementaire. Première complémentaire. OK. Je vais prendre la balle au bon. C'est pas la première fois que le ministre dit des choses puis qu'après ça, le discours change un peu. Je veux juste être sûr qu'on le comprend bien ici. Là. Est-ce qu'il est en train d'ouvrir la porte à une tarification maximale, ce qui tuerait dans l'œuf l'idée de profit en santé? On s'entend, puis il y a d'autres provinces qui le font, puis ça marche super bien. Est-ce qu'il est en train de nous dire ça? Parce que s'il dit ça, là, on jase, Madame la présidente.
Là, on jase pour vrai. Je veux juste être sûr, parce que des fois, j'ai compris des choses, puis après ça, le ministre dit autre chose. Est-ce qu'il s'en va là, oui ou non? La réponse du ministre. Il y a peut-être avec le mot « sevrage » que j'ai erré il y a quelques semaines. Si c'était ça que le député fait référence, j'ai clarifié, puis je pense qu'on s'est entendu qu'il fallait mieux encadrer le privé. Très clair. Maintenant, sur la question, j'aimerais mieux prendre la réponse de la façon suivante. J'ai dit que j'avais énormément de respect pour le Dr Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins. Et en parallèle avec nos annonces, il y a quelques semaines, le Collège des médecins a dit « Je pense qu'on devrait regarder d'autres mesures ». C'est le Collège des médecins qui a fait référence à la tarification maximum parce que, justement, Madame la Présidente, c'est une méthode, c'est une approche qui a été prise dans d'autres provinces. Alors, on va continuer de réfléchir à tout ça. Deuxième complémentaire. Il y a autre chose que le ministre peut faire, puis il peut le faire maintenant, parce que la RAMQ lui a préparé un beau règlement qui est sur son bureau depuis des mois. C'est d'empêcher les médecins porte tournante, là, vous savez, ces médecins-là qui prennent un dossier au public, qui partent au privé, qui offrent même des deals pour faire 2 hanches pour le prix d'une. Ça, il peut le faire. Il peut le faire. Le règlement, il existe sur son bureau. Je me demande pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à ce jour. Parce que là encore, il y a contradiction. On veut garder nos jeunes médecins dans le public, mais on favorise le privé. La réponse du ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, puis je vais répondre la même chose, mais je prends l'exemple du va-et-vient. C'est la même approche. Lorsqu'on va être en commission parlementaire puis qu'on va inviter tous les gens qui vont venir discuter, on va regarder l'ensemble des solutions. Parce que le va-et-vient peut causer un problème en ce moment quand on veut faire du rattrapage de chirurgie. Peut aider aussi du côté du rattrapage des chirurgies. Alors, ce que je dirais pour aujourd'hui, et c'est pour ça que hier j'ai été très clair, c'est une première étape qui est saluée par le Collège des médecins. J'ai reçu beaucoup de commentaires qu'on devrait regarder d'autres mesures. Je pense qu'il n'y aura pas de moment plus propice durant la commission parlementaire à faire l'examen de toutes les mesures. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. En 2024, au Québec, toute la société, tous les partis politiques représentés ici, on s'entend pour dire qu'on doit tout faire en notre pouvoir pour protéger ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Eh bien, pour protéger nos tout-petits, et puis, disons-le, nos tout-petits à naître, il faut pouvoir protéger leur mère aussi, pendant la grossesse et pendant la période de périnatalité. C'est une question de dignité humaine, d'égalité des chances, de santé publique et de prévention. Parce qu'après tout, l'enfant, dès sa naissance, sera couvert, lui, par la RAMQ. C'est d'ailleurs un des bons coups du ministre de la Santé. Or, n'en demeure pas moins que pendant la grossesse, ni l'enfant, ni sa mère, évidemment, ne seront couverts. J'ai donc une question toute simple pour le ministre de la Santé. Peut-on compter sur lui, comme on le fait pour tous les enfants, afin d'accorder la RAMQ à toutes les femmes enceintes au Québec? La réponse du ministre de la Santé. Mais encore une fois, je vais vous dire, je suis même agréablement surpris du ton de Québec solidaire au cours des derniers jours. Et je salue de la façon dont la question est présentée, parce que j'apprécie beaucoup que le député mentionne qu'on a été le premier gouvernement depuis des années à faire le projet de loi 83 qu'on a fait ensemble pour justement donner une couverture aux enfants d'immigrants. Et je pense qu'aucun gouvernement n'avait eu le courage de faire ça, et c'est ce qu'on a fait. Et ça, j'apprécie beaucoup que le député le souligne en ouverture de sa question maintenant. Deuxièmement, on avait dit qu'on ferait un groupe de travail sur ça pour être capable de regarder toutes les conséquences, d'aller plus en amont, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des femmes qui sont enceintes lorsqu'elles arrivent au Québec. Et c'est ça l'enjeu. Oups, il y a un téléphone qui sonne. On va laisser sonner. Voilà. Bon. Maintenant, ce que j'aimerais dire, Madame la Présidente, un peu comme on le fait jusqu'à maintenant, moi, dans des cas extrêmes, il y a des cas qui me sont présentés comme ministre de la Santé et que j'autorise. Des fois, il faut faire des exceptions, et on en a fait. On a même de nos médecins qui, je reviendrai, Madame la Présidente. Le téléphone. Oui, attention à vos sonneries. Le décorum, ce n'est pas permis. Les téléphones qui sonnent. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. J'invite justement, Monsieur le ministre, à terminer le travail. Attendez, vous ne perdrez pas de seconde. Article 32.
Gardez le silence. Une seule personne a le droit de parole ici. Je vais entendre le député. Vous avez 22 secondes. Un sujet important quand même, Madame la Présidente. Là, un sujet important pour Aïcha, qui, tel que le rapportait Le Devoir, n'a pas pu avoir d'échographie pendant sa grossesse. Elle s'est empêchée d'aller à l'hôpital lorsqu'elle vivait des douleurs importantes, puis elle avait peur de ne pas pouvoir recevoir la péridurale faute de moyens quand elle serait plus capable de supporter la douleur. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il trouve cette situation normale en 2024? La réponse du ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, j'ai bien dit, puis je vais le redire, on va continuer de regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Je rappelle, Madame la Présidente, qu'on est la seule province au Canada qui a accepté le projet de loi 83 et qui s'occupe des enfants d'immigrants à travers tout le Canada. C'était quand même un premier grand geste qu'on a fait. Malheureusement, en ce moment, la façon dont on est protégé, je donne l'exemple, on a des médecins qui prennent la décision, puis je salue ce qu'ils font, qui sont dans des salles d'opération, qui arrivent avec des femmes enceintes, qui n'ont pas la protection, soit d'avoir leur permis de travail ou peu importe, leur citoyenneté. Et ces médecins-là doivent prendre les charges à leurs frais. Je salue ce qu'ils font. Il va falloir trouver d'autres solutions. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de convaincre le ministre de la Santé, évidemment, mais j'aimerais aussi entendre le ministre des Services sociaux pour qui la prévention est très importante. Parce qu'après tout, sans suivi médical nécessaire pendant la grossesse, on met à risque la santé et le bien-être de ses futurs enfants et on risque de ne pas détecter des conditions pour lesquelles on avait le pouvoir d'agir en amont. Ce sont alors nos services sociaux qui vont devoir absorber les besoins de l'enfant après sa naissance, faute de prévention. Le ministre des Services sociaux, lui, est-il d'accord avec notre approche? La réponse du ministre de la Santé. On a une excellente coordination avec le ministre des Services sociaux, puis je regarde dans son programme de Agir tôt, c'est justement la préoccupation que le ministre a lorsqu'on a décidé, et je le répète, Madame la Présidente, lorsqu'on a pris la décision de s'occuper des enfants qui étaient au Québec, peu importe leur citoyenneté. Maintenant, moi, j'aimerais dire qu'on va apporter toujours des solutions à des situations qui sont préoccupantes, exceptionnelles, hors de l'ordinaire. Mais à un moment donné, il faut être capable de soigner nos Québécois, soigner les personnes qui sont chez nous. Et il faut quand même protéger le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on doit soigner. On va continuer d'évoluer dans cette situation-là. Merci. En question principale, je reconnais la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. La saga de la relocalisation du poste Berry 2 dans ma circo se poursuit. Quand des gens comme assez bien connus, comme des urbanistes, des architectes, des historiens, même une ancienne ministre et la fondatrice de la BNQ unissent leurs voix pour dire au gouvernement qu'il est en train de commettre une grosse erreur, bien, il me semble qu'on écoute. Le décret ministériel autorisant la vente du terrain de la BNQ est toujours pas signé. Puis aujourd'hui, le ministre de la Culture, bien, je m'adresse à lui parce que c'est sur sa table. Ça fait 3 semaines que je l'ai interpellé, que j'ai dit qu'il y a une rencontre qui est prévue entre Hydro-Québec et Aqualini pour trouver une solution alternative. Est-ce que le ministre s'engage à suspendre l'adoption du décret pour laisser le temps à Aqualini et Hydro de pouvoir trouver la piste de sortie? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, merci. Donc, j'ai discuté déjà avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques de ce dossier. Donc, c'est sûr que je comprends l'inquiétude qu'il peut y avoir autour de ce poste-là, de ce changement-là. C'est un quartier, le quartier latin, qui a besoin d'amour, qui a besoin de relance, et c'est sûr que l'intégration de cette structure-là dans son environnement va être très importante. Et on en tient compte. On veut faire en sorte que ce soit bien intégré dans le milieu. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que le poste qui est actuellement en service, il l'est depuis 1968. Il est arrivé à sa fin de vie. On fait face par ailleurs à une hausse de la demande d'énergie. Alors, il faut procéder à un agrandissement et à une reconstruction donc de ce poste. Le poste, il doit être à proximité du public qu'il dessert, des clients qu'il dessert. Alors, on n'a pas tant d'options que ça. Ce que je peux dire, c'est que Hydro-Québec a fait une analyse des différentes options qui existent, mais on est quand même face à des contraintes qui peuvent être importantes sur le plan technique. Et dans le secteur, il n'y a pas énormément d'options que ça.
mais Hydro-Québec s'assure d'identifier l'emplacement le plus optimal. Première complémentaire. J'ai dit à la ministre il y a quelques semaines que j'ai réussi à asseoir ensemble un propriétaire d'un autre terrain qui est juste en face de celui de la BANQ. On a des gens, mes concitoyens n'en veulent pas de ce complexe-là industriel en plein cœur du quartier latin, en plein cœur du quartier culturel. Alors, est-ce que le ministre de la Culture s'engage à ne pas signer ce décret-là avant que la rencontre Hydro-Aquilini ait eu lieu? La réponse du ministre de l'Économie. Oui. Alors, Madame la Présidente, moi, je fais confiance à Hydro-Québec pour choisir le meilleur des scénarios. Les discussions ne sont pas terminées. Il y a eu plusieurs échanges au fil des mois, au fil des années. Mais ce qui est important, c'est que Hydro-Québec choisisse le meilleur emplacement pour la suite des choses. Donc, on va veiller à se construire un projet qui aura le moins d'impact possible. Et dans la mesure du possible, on va choisir un terrain pour lequel il n'y aura pas d'expropriation qui serait requise, parce que ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Et moi, je me dis, le terrain qui sera libéré, une fois qu'on aura déplacé la structure, est-ce qu'il pourrait être converti en un espace vert? Il me semble qu'il y a là une possibilité à réfléchir. Deuxième complémentaire. Audet et Phyllis Lambert vous disent que c'est une erreur anachronique de construire ce mégaposte-là. Il me semble que ça devrait éveiller, sonner quelques cloches. Madame la Présidente, présentement, le décret est sur le bureau du ministre de la Culture et le terrain à côté de celui dont on parle, qu'on ne voudrait pas voir ce complexe-là, n'a pas besoin d'être exproprié. Va-t-il ne pas le signer avant? La réponse du ministre. De la ministre. De la ministre, d'accord. Merci. Alors, en septembre dernier, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques me faisait parvenir une lettre me demandant que soit évalué spécifiquement le scénario de l'îlot voyageur de manière plus approfondie. Donc, je sais que c'est un des secteurs qu'elle considère pour le déplacement, mais ce scénario-là, ça impliquerait des expropriations des propriétaires occupants, puis ça aurait aussi un impact assez important sur plusieurs occupants, et au premier chef, ceux de la gare d'autobus. Or, la gare d'autobus, c'est un service public que l'on veut préserver, bien sûr. Alors, il faut tenir compte aussi de ces éléments-là. Mais comme je dis également, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire de l'espace qui sera libéré un espace vert? Moi, je pense qu'il y a matière à réfléchir de ce côté. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Quelle est la dernière excuse de la ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation pour expliquer les retards et les ratés de la réforme du secteur de l'énergie? Je la cite, « L'arrivée de la nouvelle administration aux États-Unis vient un peu changer la donne. » Alors que le projet de loi est sur pause, le projet de loi 69, depuis bien avant l'élection américaine, qui n'était pas, j'espère, une surprise non plus pour le gouvernement. Aujourd'hui, nouvelle révélation des médias. Le gouvernement réfléchit à un stratagème, à quelque chose dans le projet de loi relativement aux tarifs industriels par rapport aux tarifs domestiques, alors que le projet de loi, c'est pas du tout ce qu'il prévoit. Alors, ce qu'on voit, c'est du bricolage. C'est un gouvernement qui réfléchit tout haut, comme il nous l'avait habitué sous l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Nouvelle ministre, même stratégie. Est-ce que la ministre pourrait s'engager aujourd'hui à retirer le projet de loi 69 et à présenter une réelle vision pour l'avenir énergétique et économique du Québec? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, j'ai eu le plaisir, dès mon arrivée, je dirais, quelques jours après ma nomination dans mes nouvelles responsabilités, de prendre part aux consultations particulières sur le projet de loi 69, notamment avec le député de Jean Talon et la collègue de Saint-Laurent. Alors, il faut voir qu'il y a plusieurs mémoires qui ont été déposées. En fait, on en a plus de 70 qui ont été déposées. On a rencontré presque une quarantaine de ces groupes. Plusieurs idées ont été mises de l'avant. Et je pense que le but de ce genre d'exercice-là, c'est de faire en sorte de s'inspirer des bonnes idées et de voir à aménager des modifications s'il y a lieu. Donc ça, c'est un processus, d'une part, qui prend un certain temps. Chaque projet de loi est perfectible. Alors voilà, c'est notamment des éléments qui nous ont amenés à retarder l'étude du projet article par article, mais je pense qu'on conviendra que l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche, ça provoque potentiellement des changements importants dont il faut tenir compte.
Alors, on va vouloir s'assurer d'avoir une meilleure idée des intentions du prochain président élu avant de s'engager dans cette discussion qui va porter notamment sur les tarifs et la répartition des tarifs. Première complémentaire. Ou même consultation particulière où à peu près tous les intervenants sont venus nous dire la même chose. On ne sait pas quelle est la vision du gouvernement sur l'avenir énergétique du Québec. Et là, on va arriver avec un projet de loi qui va être rapiécé, ramanché, charcuté. Je réitère ma question. Est-ce que la ministre est plus intéressée par l'héritage législatif de son prédécesseur ou par une véritable politique solide pour l'avenir énergétique du Québec? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je pense que notre vision, elle est claire, à savoir qu'il faut s'engager dans la transition énergétique et en faire, c'est notre point de vue, parce qu'il y a des possibilités de ce côté-là, un outil, même un levier de développement économique pour les Québécois. On a des ressources naturelles, on a des minéraux critiques et stratégiques, on a une expertise qui peut être mise de l'avant dans le cadre de la transition énergétique et c'est ce à quoi on s'affaire avec la filière batterie. Maintenant, ça requiert de rehausser considérablement la production d'électricité. Alors, c'est au cœur du projet de loi 69, tout comme l'est d'ailleurs le PGIR, le plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Alors, notre vision, elle est bâtie autour de ces éléments-là d'importance. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.